Mes chers conquérants de la vie en pleine forme, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une personne charmante, qui est sensible, qui est gentille, qui est attentionnée pour les enfants. On discutait à l'instant, bonjour Alexandra. Bonjour Carole. On discutait à l'instant de combien les enfants te touchent justement, puis tu me disais pas trop avant l'interview s'il te plaît. Ouais, là je sens monter une émotion, mais voilà, je l'accueille de mon mieux et elle manifeste quelque chose de chouette. Elle manifeste que voilà, ce que je fais auprès des enfants, ça a vraiment du sens. Et ça vient du cœur, donc ça émeut. Je vous présente Alexandra Palao, qui est diététicienne, qui est praticienne donc, du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, donc plus communément appelé le groupe. Et donc là, on se rencontre dans le cadre d'un atelier que tu animes ce soir avec des enfants au sein d'une école, pour leur apprendre la pleine conscience vis-à-vis de la nourriture. Alors, dans les écoles, je vais préciser que c'est en temps périscolaire. Donc oui, c'est un moyen pour moi de faire le lien entre un éveil sensoriel, une éducation sensorielle, donc pour avoir une approche vis-à-vis des aliments, porter un regard vis-à-vis des aliments et vis-à-vis de soi évidemment, en lien du coup avec un ressenti, donc la pleine conscience. C'est se connecter à l'instant présent, porter son attention de manière délibérée, donc vraiment tourner son attention vers l'instant présent par le biais du ressenti corporel, sans jugement, sans attente, ce qui est un peu magique. Sans attente. Yes. Magique mais peut-être pas facile. Non, pas facile, parce que oui, pas facile, mais est-ce qu'il y a un truc chouette qui soit facile? Faire de la musique, ça nécessite de s'entraîner, faire du sport, ça nécessite de s'entraîner. Tout ça dans une optique de prendre soin de soi, hein, pas de lutter. Donc oui, la pleine conscience, ça demande de l'entraînement. Mais c'est très doux, c'est se connecter à son corps, se connecter à ce qui se passe, à ses sensations, la chaleur de la table, le ressenti du dossier de la chaise, ici, maintenant. Et c'est juste ça. Et prendre conscience que sur chacune de nos expériences, on a des jugements. Et on a un mental, ce qu'on appelle un peu le mode conceptuel. On est en mode conceptuel qui va colorer toutes nos expériences. C'est comme un filtre qu'on aurait en fait entre nos expériences et notre corps. Exactement. C'est un filtre. Tout le jeu, parce que finalement on peut voir ça comme un jeu et ça change aussi la donne, puisque c'est pas une lutte, c'est de prendre conscience que c'est parti, quand le filtre est revenu, et tac, rebasculer de nouveau, retourner de nouveau le regard vers notre intériorité en fait. Alors la première question qui me vient, c'est que du coup on n'est pas sur du contrôle et à la fois je me dis qu'au début ça doit quand même demander un certain contrôle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça demande un contrôle? Le fait par exemple, moi j'imagine si je me mettais dans cet exercice où vraiment de me poser, de refaire juste attention à mon corps, ça me demande dans le sens d'un effort, tu vois. Ça va me demander de me contrôler dans le sens d'un effort. Alors, c'est un effort. Quand j'entends contrôle, j'entends un peu lutte. En réalité, c'est tout sauf de la lutte pour moi, mais ça peut l'être. Ça peut être détourné par certaines personnes qui vont vouloir faire le vide. Alors, c'est tout sauf ça. Alors que là, il y a une attente, c'est ça que tu Là, il y aurait une attente. Nous, on a zéro attente. En fait, quoi qu'il arrive, on est dans la réussite, c'est ça qui est chouette, et c'est ça que finalement j'essaie de déployer avec les enfants. Avec les enfants, tout ce qui arrive est ok, et ça change tout. Ils sont dans un système éducatif qui juge. J'entendais ce matin une enseignante qui disait, j'étais derrière la porte, j'attendais, je devais la voir, elle disait, est-ce que vous êtes assez intelligent pour que je ne marque pas les choses au tableau? Alors, comment dire, là on est dans toute autre chose, on va être dans... Le regard va être tout doux et on va prendre conscience que lorsque notre esprit est distrait et qu'on le ramène, c'est une réussite. Yes. Oui, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec et l'idée c'est finalement d'apprendre, si un exercice est qualifié par notre esprit de raté, c'est pas raté parce qu'on prend conscience que c'est une pensée. C'est là où on va vraiment travailler sur cette prise de conscience de ce discours mental qui tourne en permanence. Tout à fait. Et on va simplement se féliciter. Ça change tout. Quel est le regard des enfants? Comment ils pratiquent? Est-ce qu'ils ont tendance justement à rentrer très jeunes dans ce système de jugement? Qu'est-ce que tu observes? J'observe que c'est pas facile. Alors moi, en plus, je les accueille le soir, il est 17h30, ils ont une journée dans les pattes. Je pense qu'ils ont souvent des pensées qui leur disent « je dois me défouler, je dois bouger pour être bien ». Et donc l'idée, c'est qu'ils prennent conscience de ces pensées-là et qu'ils reviennent simplement à leur corps. Mais finalement, revenir à son corps,
après une journée d'école, c'est prendre conscience aussi qu'on a des douleurs, qu'on a des tensions, et c'est pas toujours confortable. Oui. Donc ça demande un sacré courage de la part des enfants. Et parfois il y en a que je ne pousse pas parce que mon idée c'est pas de forcer quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une prise de conscience qui se fait chacun à son rythme aussi. C'est très intéressant ce que tu nous partages parce qu'il y a quelques temps j'étais avec une personne ostéopathe qui me partageait que ses patients, donc en moyenne 40-50 ans, ne savent plus écouter les signaux de leur corps et la douleur et attendent justement le gros blocage où ils ont besoin d'être débloqués entre guillemets et on supplie l'ostéo de faire quelque chose pour débloquer la situation. Ouais. Donc c'est vrai que peut-être que ça part directement de l'enfance de nous apprendre à écouter et que c'est normal parfois d'être fatigué. Et... C'est ça, c'est qu'on a tendance à vivre ça comme quelque chose de négatif. Écouter mes limites, c'est prendre soin de moi. S'il y avait un message, enfin il y en a peut-être 2 ou 3 quand même, mais s'il y avait un message à retenir, c'est l'idée de prendre soin de soi dans toutes circonstances, finalement la pleine conscience, que ce soit avec les aliments ou dans la vie. Prendre soin de soi, c'est donc percevoir ses limites, apprendre à les respecter de notre mieux. Et quoi faire par exemple, donc je suis en pleine conscience et puis je me rends compte que oui, il y a cette fatigue, il y a ces douleurs. Quoi faire avec cette sensation qui arrive en sachant que demain j'ai le travail, en sachant que je ne parle pas du tout pour moi, tu vois. Mais quoi faire de cet état qui arrive et alors on parle souvent d'accueil, mais concrètement qu'est-ce que c'est l'accueil? L'accueil c'est aller à la rencontre en fait, avec un esprit ouvert. Tiens, te voilà, toi la fatigue. C'est vraiment, c'est encore une fois, c'est souvent le jeu moi qui me parle. C'est peut-être pour ça que je suis à l'aise avec les enfants, mais c'est porter ce regard vert. Comment elle est cette fatigue? Elle a quelle tête? On découvre qu'elle a une couleur, une texture, une température, ou pas. Mais en tout cas, on va à sa rencontre. Et quoi qu'il arrive, on découvre quelque chose. Alors que si on s'en coupe, ce qu'on fait la plupart du temps, on va prendre les Doliprane, on va se tendre pour essayer d'éviter parce qu'il faut avancer. Mais là, en fait, c'est pas une perte de temps, c'est simplement cet accueil, c'est créer un espace d'accueil, un espace du coup un peu temporel, qui va entourer d'un voile de douceur cette fatigue et qui va nous permettre de continuer. Souvent, on est l'émotion, je suis triste, je suis fatiguée. Et en réalité, quand on va à la découverte de cette sensation difficile, quelle qu'elle soit, on se rend compte qu'il y a des parties du corps qui ne sont pas concernées. Que dans les pieds, il n'y a pas de fatigue, qu'il y a des endroits c'est rigolo. encore où on est protégé de cette fatigue. Et du coup, ça nous permet de voir la chose, l'événement dans sa globalité et non plus focaliser sur ce qui ne va pas. Ça rejoint notre tendance à focaliser sur le négatif. On va retenir le négatif à la fin de la journée et on va oublier qu'il s'est passé des trucs chouettes. Tout à fait. Voilà. Du moins, ça aura moins d'importance que les choses qui nous ont marqué négativement. C'est tout un entraînement aussi, ça. C'est ça. Alors, on a pris, c'est vrai, un petit peu de temps pour parler de la pleine conscience, mais c'était vraiment fascinant et merci pour ce passage. Et là, j'aimerais qu'on vienne un petit peu plus sur la pleine conscience et l'alimentation. Alors, bien sûr, on parle d'alimentation intuitive. Parfois, je parle d'écouter notre intuition, c'est vrai. Maintenant, je ne vais pas jusqu'à parler d'alimentation intuitive. Il y a probablement quelque chose qui me paraît enfermant. Je ne sais pas, là, comme ça... Comment tu définirais l'approche de la pleine conscience et de l'alimentation? Simplement, encore une fois, finalement, comme ce qu'on vient de faire, dérouler ce regard-là, ouvert sur les aliments, sur ce qu'on ressent, sur notre lien avec les aliments, et évidemment sur ce que j'appelle le blabla avec les enfants, sur les pensées. Parce que dès lors que j'ai la pensée que cet aliment va me faire grossir, ou que si je commence à manger des cacahuètes, je vais finir le bol, d'abord ça risque d'arriver, il y a de grandes chances, et de deux, je laisse une pensée guider ma vie. Or, les pensées ne sont pas la réalité. Donc observer que ces pensées sont là, bah tiens, on les regarde là aussi, avec attention. Voir, moi je suis ravie parfois de sourire à ma fatigue ou à mes pensées un peu difficiles envers moi, et j'invite à le faire les enfants. Et aller au cœur de l'expérience, mais dans sa pureté, dans vraiment le côté sensoriel, et là pour le coup, sans filtre. Les bouddhistes expliquent comment le mode conceptuel colore et crée un filtre sur nos expériences, et l'accès par le sensoriel, c'est vraiment l'expérience la plus directe. Donc, on est là, et on savoure l'expérience telle qu'elle arrive, et c'est là que, spontanément, lorsqu'on va sentir une sensation de faim, peut-être, moi j'en parle aux enfants, mais de manière très édulcorée, parce que c'est la fin de la journée, et
parce que c'est un discours un peu ambitieux quand même, quand on va être à l'écoute de notre faim, on va l'accueillir, la percevoir, et on va ouvrir le frigo, et là, on va savoir vraiment ce dont on va avoir envie. Et c'est là où ça rejoint l'intuition. D'accord. Alors moi j'ai plein de questions par rapport à ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. On ouvre le frigo, mais il n'y a pas ce que je veux dans le frigo sur le moment. Alors, je fais quoi? Alors c'est intéressant comme question. Alors c'est très intéressant. En pleine conscience, il y a quelque chose qu'on travaille, je trouve. Donc, hein, on fait toujours le lien alimentation pleine conscience. On travaille notre souplesse. Je sais que tu as interviewé des thérapeutes actes, donc moi je me suis formée aussi à l'acte. Et là encore, on rejoint cette souplesse psychologique et on prend conscience, ah tiens, eh bien oui, j'avais envie de ça. Il n'y a pas. J'accueille la frustration, ce qui ne m'empêche pas de prévoir, de développer les actions nécessaires pour que cette chose-là soit disponible dans les jours prochains dans mon frigo. Donc souplesse et je fais avec ce qu'il y a. Oui, c'est pas un besoin immédiat, réponse immédiate. Ça serait encore rigide, ça serait quelque chose de l'ordre de l'attachement. Tout à fait. Et vraiment, dans la pleine conscience, on apprend vraiment prendre conscience comment on est attaché, comment quand on a une attente, ça se tend dans le corps, et comment accueillir ça avec douceur et s'apporter la chose qui va nous apporter le plus de plaisir. Différer, apprendre à différer un peu nos désirs, hein, finalement. Et si ça se trouve, ce désir ne reviendra pas. Tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Comment savoir, donc cette notion de plaisir, pour moi, elle a toujours été ambiguë, parce que comment savoir si j'ai le plaisir vraiment de cet aliment parce que j'ai faim, ou si parce que, tu sais, il y a aussi, quand tu te nourris, alors mal entre guillemets, on va dire, je vais parler de fast-food, de plats préparés, d'exclusivement de sucre raffiné et de plats préparés. Le corps aussi a une sorte d'habitude qui font que je vais peut-être être tentée par répétition d'aller vers ces aliments-là spontanément. En réalité, le gros problème de tout ça, c'est qu'il y a tellement de messages stigmatisants, tu le sais bien, dans les médias, dans tous les médias possibles, en bas des pubs de produits sucrés, etc., qu'on a peur de les manger. Et que du coup, mais on a envie, parce qu'on est entouré de ces produits-là. Hein, pour peu qu'on ne soit pas trop habitué à manger à l'écoute du sensoriel, on va pouvoir être attiré par ces produits-là. Ça peut être effrayant ce que je vais dire. Mais les personnes qui vont être attirées par ces aliments, les plats cuisinés, etc., qui vont manger en excès les fameuses cacahuètes dont j'ai parlé, les M&M's, hein, parce que c'est valable sur tous ces produits-là, ils mangent l'idée de l'aliment. Oui, la publicité qu'on leur a vendue. Ouais, la publicité et l'idée, c'est-à-dire je mange le M&M's. Ah, mais les M&M's, c'est toujours bon. Le chocolat, c'est toujours bon. Et en réalité, ils sont dans une idée et non pas connectés au ressenti. Lorsqu'on les connecte au ressenti, c'est puissant parce que souvent même, j'ai des patients ou dans les ateliers que j'anime ou des petites conférences qui prennent conscience qu'ils n'aiment pas le truc qu'ils vont manger en excès, le paquet. Mais pourquoi ils le mangent? Et ça me fait vraiment sourire intérieurement et je me dis, ouais, je vais peut-être les rendre libres. En fait, parce que c'est ça. Ils sont dans un lien très aliénant avec ces aliments. Ils n'ont pas conscience que finalement c'est eux qui entretiennent ça. Dès lors que notre attention, quand on ne s'est pas entraîné, est avec un écran, avec même un livre, avec un ordinateur, on ne peut pas être là. Exactement. Voilà. Alors du coup, ça suppose de se laisser le temps de manger, peut-être d'avoir du calme pour manger aussi. Est-ce qu'il y a des prescriptions? Est-ce qu'il y a des conseils plutôt à recommander pour les gens qui ont envie de tester même plus que ça, d'inclure la pleine conscience à leur quotidien? Oui, la première des choses, c'est quand on commence à s'entraîner, en effet, qu'il n'y ait que ça, que ce soit l'environnement le plus calme. De la même manière qu'on apprend à conduire sur une route plutôt par... Voilà. Pas sur le périph'. Voilà, c'est ça, voilà, pas en temps léger, etc. On va apprendre à s'entraîner dans les premiers temps avec les circonstances les plus favorables. Les bouddhistes, je suis une formation là au Tharama Institute, la personne qui nous fait la formation nous explique comment aller vers le ressenti par le biais le plus accessible, la chose la plus simple, pour qu'il y ait un point d'accroche. Parce que c'est vrai que tout de suite, si on dit aux gens d'aller sur la respiration, ce qu'on fait la plupart du temps, il y a peut-être des gens qui ont du mal à aller au niveau du ventre, pour qui ça pose problème. Donc finalement, c'est aller vers les choses les plus accessibles. Donc oui, environnement le plus calme possible, observer nos pensées, et puis vraiment aller sens par sens, vraiment manger en conscience, c'est ça, utiliser nos 5 sens. Parce que la plupart du temps, on ne les utilise pas en fait. Et au final, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'autant manger que ce qu'on nous dit 3 repas par jour? Alors oui. Est-ce que c'est normal de peut-être moins manger certains jours? Alors,
Oui, et c'est là où ça peut faire peur, c'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, il paraît qu'il faut manger à heure fixe, le petit déjeuner, il ne faut pas le sauter. Alors moi, c'est vrai que régulièrement maintenant, les patients qui viennent me voir, les enfants, je ne vais pas trop sur ce terrain-là parce que je n'ai pas accès aux parents pour le moment, mais les patients, je les invite à sauter le petit déj s'ils n'ont pas faim, quitte à éventuellement, si vraiment ils sont attachés au petit déj, parce que souvent le petit déjeuner est un rituel de démarrage qui est vraiment de l'ordre du doudou, hein, presque. Si on est attaché à ça, on peut manger moins la veille. À ce moment-là, l'idée c'est de entraîner le moyen de faire arriver la faim au bon moment. Ça, c'est une vraie gymnastique. Mais c'est génial. Ouais. C'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions, parce que peut-être tu leur répondras directement, des choses auxquelles je n'ai pas pensé aussi. Avec grand plaisir. Et c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, j'espère qu'on a encore du temps parce que j'ai d'autres questions. Ouais, ça marche. Donc je me disais, alors, par exemple, sur nos émotions plutôt désagréables, parce que les gens vont se dire aussi, d'accord, quand ça va, donc on parlait de terrain favorable, c'est aussi quand je vais bien, c'est aussi quand les journées sont plutôt calmes. Oui. Et imaginons une journée où je vais avoir des émotions désagréables qui remontent, et la plupart du temps, j'imagine que tes patientes le partagent aussi, c'est là qu'elles vont utiliser le mot craquage, entre guillemets. Ouais. Alors déjà, craquage vient du fait que vous vous imposez aussi de manger certaines choses, ça c'est sûr. Déjà, la pleine conscience peut-elle être utile dans l'accueil des émotions désagréables, on en parlait tout à l'heure, mais également nous aider peut-être à nous nourrir d'une façon qui soit plus en lien avec notre corps et pas en réaction à l'émotion qu'on ressent. Alors, la pleine conscience va plutôt s'entraîner. Au gros, par exemple, on fait des expériences sensorielles. Parce que tout passe par l'expérience. Et la pleine conscience, on pourra lire tous les livres. Tant qu'on ne pratique pas et qu'on ne s'approprie pas le truc, on comprendra qu'un morceau. C'est pareil pour tout. Voilà. Mais c'est pareil pour tout. Vous. Exactement. Donc, l'idée, c'est de faire les expériences en début de journée. C'est vrai qu'on ne va pas faire des expériences en fin de journée. D'accord. En fin de journée, par principe, on a plus d'émotions. Hein, et c'est là qu'en effet, on a souvent les compulsions. Voilà. Oui. Mais finalement, les compulsions sont aussi le résultat du fait qu'il y a zéro plaisir et qu'à un moment donné, il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Et on oublie une chose essentielle. Et c'est ce que j'essaie de raconter à tous les gens que je côtoie à l'hôpital, avec des patients âgés. C'est très compliqué d'ailleurs. C'est pour ça que je mets des petites graines chez les enfants parce que j'ai l'espoir que ça ait plus de sens. Quand on mange, on n'est pas une voiture dans laquelle on met du carburant uniquement. L'alimentation, c'est du carburant. L'alimentation, il y a des nutriments, il y a des micronutriments, il y a des vitamines. Ok, super, on nous parle que de ça. Sauf qu'il y a une troisième fonction qui est juste puissante, c'est que ça a une fonction émotionnelle. Ça va rétablir un équilibre. Moi, j'en ai des frissons en parlant. Pourquoi est-ce qu'en fin de journée, on a plus envie de sucrer ? Parce qu'on est fatigué et parce que ça nous fait du bien. Exactement. Voilà. Et plus on va penser du mal de ces aliments, moins on saura les manger et plus on va les manger en excès. Se dire, j'ai droit à cette petite pause douce, avec peut-être des aliments de plus en plus qualitatifs, du coup, hein, puisqu'on va vraiment manger le sens en dégustant, on y a droit, et là, ça va changer toute la donne. Tu sais que j'avais testé quelque chose justement suite à un atelier de pleine conscience, donc ce besoin de sucre à 17h, peut-être que vous aurez envie de le tester. J'avais donc du sucre de canne parce que pour moi, dans l'expérience, c'est ce que je trouve du moins être mieux pour mon corps, enfin dans la conscience des aliments que je mange. Ouais. Et juste le fait d'en déposer sur le bout de la langue et d'attendre. Ouais. Et de le laisser. Et en fait, je me rendais compte que là où j'aurais mangé un pain au chocolat par exemple à 17h, juste d'avoir le bout de sucre sur la langue, l'envie au final me passait parce que le corps avait dû rétablir, je pense, cet équilibre émotionnel. Tout à fait. Alors, il y a ça, et il y a l'idée qu'il faut que ça cesse. Finalement, l'aliment est un moyen de faire cesser cette émotion. On a, en pleine conscience, on a l'option, les enfants sont pas on a un petit public. Ouais, c'est ça. On a en pleine conscience l'idée qu'on va accueillir. Accueillir, ça veut dire aussi peut-être traverser ces vagues un peu plus tumultueuses, un peu plus moins calmes. Et on va voir comment ça se passe quand on traverse ça. Et peut-être que finalement, l'envie va passer. L'émotion sera passée et l'envie de manger sera passée. Donc en fait, par contre, si on se dit « ça ne va pas s'arrêter, il faut que je mange », ce n'est qu'une pensée, encore une fois. Donc on rejoint voilà. Si c'était des enfants, si c'était des jeunes filles qui regardaient cette vidéo, qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message ? C'est dur, hein. Surtout que mon attention est détournée par le jeune public. Et ce n'est qu'une pensée. Ce n'est qu'une pensée. Je dirais que vraiment l'alimentation est le moyen de s'apporter du bonheur au quotidien et du soin. Prendre conscience vraiment de cela.
du fait qu'on est tous uniques, on a tous des compétences. On est un mangeur unique, donc pas forcer s'il y a des mamans qui écoutent. On ne force pas un enfant à manger, c'est le meilleur moyen pour l'écœurer. Par contre, on lui propose. Et alors, la chose à retenir aussi, c'est incarner soi-même ce qu'on voudrait que les enfants fassent. Donc une assiette qui soit digne de vous. Ouais. Donc tu me partageais pour ton petit, ça peut être de temps en temps de mettre un petit peu de salade parce que c'est digne de sa santé, digne de son corps aussi. Alors, attention, le discours santé, il n'est pas... C'est pas manger de la salade. On ne peut pas l'entendre quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 4 ans. C'est pas possible. C'est pour ça que moi je passe par le sensoriel. Mon petit garçon, il ne sait pas que la salade c'est bon pour la santé. Par contre, il sait que ça lui met du vert dans son assiette. Et il a envie de couleur. Il a en apéritif, c'est pas des chips, mais parfois c'est des chips. Mais ça va être des champignons émincés, des cranberries, des tomates cerises. Il y a de la couleur. Donc c'est vraiment l'assiette qui me permet de prendre soin de moi et de respecter quels sont mes goûts à moi. Parce que si ça se trouve, la salade, ça ne me convient pas. Et plus je vais me forcer à en manger, plus après, je vais compulser sur du chocolat ou voilà, sur un aliment mauvais. Dit mauvais. Tu sais, tous ces enfants à l'apéro qui vont aller vers les curly, vers le coca, ils ne veulent que ça. Et ils vont insister pour manger que ça. Quoi penser, quoi faire. Voilà. Le problème, c'est, si tu veux, dans la posture du parent, qui va dire « n'en mange pas trop ». Attention, bon, alors qu'une fois par semaine. Tu vas pas manger ce soir. C'est ça. Après, tu vas pas manger ce soir. Et en fait, l'aliment est tellement est sur un piédestal parce que c'est un aliment interdit, mais en réalité, plus c'est interdit, plus ils ont envie d'y aller. Ils se construisent, ils sont dans la résistance spontanément. Ça va déclencher même un réflexe au niveau du cerveau. Donc, mais non, mais j'ai envie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent pas quand ils en auront pour la fois suivante, donc ils vont stocker. Et ils vont en manger le plus possible. Et aussi parce qu'ils savent que c'est pas bon pour leur santé. Donc en fait, il faut apaiser tout ça. Puis ça devient un non envers les parents aussi. Absolument. Quelque part. Absolument. Et si tu veux, encore une fois, ils mangent la pensée. Fais-leur déguster un bol de curly, je peux te dire qu'ils vont vomir direct. Ils vont s'arrêter spontanément. Ils vont vomir une fois. La deuxième fois, ils vont en manger 10. Et la troisième fois, peut-être 5. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire, en fait, je peux avoir autre chose. En fait, c'est ça. Donc c'est les rendre libres aussi. Merci Alexandra, il y a les enfants qui attendent, donc merci à vous. Posez vos questions sous la vidéo si vous avez d'autres questions pour elles. C'était vraiment fascinant, moi j'ai adoré cette rencontre et j'ai hâte là, de t'entendre en atelier avec les petits qui arrivent, ils sont trop mignons, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci Carole. Ouais, et puis on partagera bien sûr, je ne l'ai pas dit, sous la vidéo, vous retrouvez toutes les références pour retrouver Alexandra sur son site, sur son Facebook, donc tout ça sera sous la vidéo pour les gens qui veulent te suivre et avec grand plaisir. Merci encore. Beaucoup Carole, merci à toi. On se retrouve très prochainement pour d'autres interviews, les conquérants de la vie en pleine forme. Bye bye. Ciao.